Que ce soit pour les arnaques en ligne, la pornographie ou le cyberharcèlement, le gouvernement veut sécuriser Internet. C'est l'idée de la nouvelle loi sur le numérique qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale avec au passage des débats qui ont débordé sur des thèmes assez sensibles comme l'anonymat en ligne. Mais finalement, qu'est-ce que ce texte va vraiment changer ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Eric Botorel. Bonjour Raphaël. Tu es député, alors je dis tu parce qu'on échange assez régulièrement, tu es député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, député Renaissance, donc de la majorité, avec, on va dire que tu es très porté sur les sujets numériques, tu connais très très bien ces sujets, et donc c'est pour ça que je tenais à t'avoir dans Métadonnées. Avec ce texte donc qui arrive cette semaine à l'Assemblée nationale, enfin qui était déjà en commission, et qui arrive en séance publique, qui a beaucoup fait parler parce que ça touche à des thèmes dont on a, qui sont entrés dans l'actualité. On va en parler du cyberharcèlement avec le bannissement des réseaux sociaux, avec la pornographie en ligne, on en parle beaucoup aussi. Mais d'abord, je voulais commencer par ce qui n'est pas dans le texte, mais ce qui est proposé dans des amendements et ce qui a peut-être fait le plus réagir, c'est la fin, entre guillemets, de l'anonymat en ligne proposé par des députés, et notamment, il faut le dire, quasiment tous les députés Renaissance, sauf toi. Mmh. Et donc cette volonté finalement de rattacher notre identité, notre vraie identité aux réseaux sociaux. Et pour toi, c'est pas un amendement que tu vas défendre, ça? Ah, c'est certainement pas un amendement que je vais défendre, c'est même pas un concept que je vais défendre, parce que je pense qu'il part, d'un préambule qui est biaisé et qui est faux. Je m'explique, le rapporteur général qui est à la tête de cet amendement, qui vise à faire certifier les comptes des Paul réseaux Midi. sociaux, Paul Midi, part du principe que finalement il y aurait un monde quasi idéal qui est celui de la vraie vie, où tous les criminels et les délictueux seraient identifiés et poursuivis en justice, ce qui ne serait pas le cas sur les réseaux sociaux, et donc il y aura un déséquilibre, dans le parallélisme des formes entre la capacité de commettre des crimes et des délits dans la vraie vie et la capacité qu'ont les forces de police à élucider les affaires. C'est déjà un biais en soi. Le taux d'élucidation des cambriolages, par exemple, est assez stable depuis des années. Il est entre 8 et 12 C'est pas Euh, grand-chose non plus. non, Il n'y a pas de réseaux sociaux, mais enfin bon. Non, mais ça veut dire que il y a 90 des affaires Ouais. qu'on n'arrive pas à élucider. Je t'épargne les vols à l'arraché, les ceci, les cela. Donc, enfin, je veux dire, dans la vraie vie, déjà, il y a un certain nombre d'infractions, de crimes, de délits qu'on n'arrive pas à élucider. Il y a des cold cases, et ça ne crée pas un drame national. On n'a pas un sentiment d'insécurité, en tout cas qui se nourrit de ça chaque jour en se disant: «Mais c'est pas possible, on peut pas retrouver ceux qui m'ont cambriolé». Donc déjà, le préambule est faux pour prolonger la suite, qui consistera à dire: «Mais puisqu'on a quelque chose qui donne un sentiment d'impunité», ce qu'on peut avoir dans la vraie vie par ailleurs, donc je conteste déjà la base, il faut mettre fin à l'anonymat. Mais d'abord, il y a pas d'anonymat. J'étais hier chez Pharos avec deux éminences grises du net, parce que j'étais avec Stéphane Borsmeyer et Pierre Bessac, à qui on a ouvert les portes de Pharos et de Thésée. Je veux pas rentrer trop dans les détails de ce qui a été échangé sur les aspects techniques, mais ce que je peux retenir de la parole des flics ou des gendarmes qu'on a rencontrés là-bas, c'est qu'en gros, élucider une affaire dans lesquelles les gens mettent en œuvre des technologies pour essayer de se soustraire à la capacité qu'on a de les identifier, faut pas désespérer que les flics et les gendarmes aient des moyens pour contourner tout Ouais. ça. Et le vrai sujet, le vrai enjeu pour eux, c'est la coopération des plateformes. Et ça, le DSA l'apporte. Donc ce que je regrette, c'est qu'au travers de ce texte, finalement, on aurait pu valoriser ce que le DSA apporte en matière de responsabilisation des plateformes, qui est une façon finalement de les contraindre avec la nomination d'un représentant légal, par exemple. Ça a été longtemps réclamé. Je pense à Richard Malka qui en parlait lorsqu'on Mais il l'avait n'y a rencontré. toujours pas de représentant légal avec le DSA. Non, mais il y a la nécessité d'avoir un représentant légal dans un des pays. Oui, c'est Voilà. ça, mais il y en a Donc, pas en France. Il y a ce qu'on appelle un point de contact, enfin, ouais, enfin, mais c'est un sujet qui va permettre malgré tout de responsabiliser les mais plateformes. mais par contre, effectivement, quand on échange avec les policiers, de cybermalveillance ou Mmh. de Pharos et cetera, c'est vrai qu'ils nous disent que finalement les plateformes coopèrent pas trop mal, et je voulais revenir sur la proposition qu'ils font parce que technologiquement, c'est pas totalement inintéressant. En fait, ce qu'ils proposent de faire, c'est de créer une sorte de base de données, qui serait sécurisée, où chaque personne serait rattachée à un numéro, Mmh. et une fois qu'on s'inscrit au réseau social, ce réseau social a notre numéro. C'est pour ça qu'ils parlent de plaque d'immatriculation. Donc la plateforme n'a pas notre nom, même si on met notre nom sur Twitter, de toute façon, ils auront notre nom. Et ce qui permet ensuite, quand il y a un problème, aux autorités de demander ce numéro
et ensuite aux autorités de faire le matching, le rapprochement. Mais, encore une fois, c'est ce que d'ailleurs on se disait, c'est que, encore faut-il que la plateforme accepte de donner ce numéro au même titre qu'aujourd'hui elle donne l'adresse IP. Donc c'est vrai que j'ai du mal un peu à voir la différence que ça aurait. Ouais, tout l'enjeu, c'est effectivement, ce que tu viens de pointer, c'est ce sujet de la coopération. Mmh, C'est-à-dire que, à la limite qu'on détienne ou pas l'information, aujourd'hui, on a des données de connexion, par les fournisseurs d'accès internet, on a les adresses IP, par, soit les FAI, soit, les fournisseurs de plateformes. Donc on a déjà des informations qui même avec permettent les de oui, qualifier. avec les VPN, si on utilise des VPN, des choses comme ça, Il y a des c'est VPN qui collaborent avec la il police. y a aussi des VPN qui Voilà, mais collaborent avec la police. voilà, donc il faut nommer les choses. Enfin, je dans le monde, qui, sépare, l'utilisateur et Mmh, l'accès à l'information, il y a de multiples, mmh, intermédiaires. C'est comme moi, il y a effectivement, ceux qui fournissent, il y a ceux qui permettent la navigation, il y a ceux qui éventuellement tronquent les adresses IP, je pense mmh. à Cloudflare par exemple. Donc voilà, il y a une myriade d'acteurs vers lesquels on peut se tourner le cas échéant quand on a besoin d'une information sur quelqu'un qui est présumé auteur, d'un acte. Et il y a des plateformes qui collaborent plus que d'autres. Et en définitive, ça n'a enfin le sujet qui est porté par le rapporteur général, Paul Midi, ne réglera pas le problème. Je veux dire, plus on va aller vers ça, plus les gens vont se réfugier vers des réseaux qui sont des réseaux de seconde zone, mainstream et cetera. Et on l'a vu, en 2015 quand on a déplatformisé les djihadistes qui, avaient occupé le Telegram, ils sont partis sur d'autres réseaux Mmh, sociaux. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle s'exprime où? Elle s'exprime sur Gab, elle s'exprime mmh. sur VK, elle s'exprime sur Minds. Qui eux, pour le coup, collaboreraient pas Et avec les mais autorités en cas tu de un seul instant que publication Gab, illégale, voilà. ou Donc toi, parlait, tu crains les effets de bord finalement? ben, oui, je crains les effets de bord, je crains, ce que ça peut représenter comme entorse à des principes fondamentaux, d'internet. Et puis je fais une comparaison, que le ministre a aussi empruntée. Très massivement, les gens vont sur internet, oui, sur les réseaux sociaux pour s'informer. On demande pas une carte d'identité quand on va au kiosque pour acheter un Ouais, bien sûr. journal. Donc je pense que même le Conseil constitutionnel pourrait dire: il y a, une rupture, et une atteinte aux libertés fondamentales qui sont le droit à l'accès à l'information, parce que vous mettez, une contrainte, qui n'a pas lieu d'être, hein. Et alors d'ailleurs cet amendement, alors première question, pourquoi est-ce que enfin, pourquoi est-ce que tu arrives pas à le dire? Parce qu'il y a tous les députés Renaissance qui ont cité qui ont signé cet Alors je sais amendement. qu'il y a des députés Renaissance qui sont en train de retirer leur signature. Ah d'accord, non Voilà. mais c'est ça, pourquoi tu leur dis enfin, j'imagine que tu leur dis, pourquoi est-ce que tu arrives pas à les convaincre? C'est purement politique? C'est quoi? C'est Non, mais je pense que dans l'air du temps, il y a un côté émotionnel. Enfin, moi, oui, donc c'est politique. je veux dire que tous les arguments qu'on peut avancer ne résistent pas à l'idée que oui, il y a nécessité de faire plus pour tenter d'identifier les auteurs. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde a conscience qu'on arrive déjà à faire des choses, mais il y a une part qui n'est pas résolue. Et je dois le dire aussi, je pense que députés, on a un biais sur l'appréciation qu'on porte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que nous-mêmes, nous sommes des victimes d'un certain nombre Mmh. d'attaques. Je veux dire, la plupart du temps, les gens qui sont sur, Meta ou d'autres choses, quand ils ont pas envie d'être emmerdés, ils se mettent en mode, privé, Mmh. ils ont des échanges avec des gens qu'ils connaissent vraiment, et c'est ça le quotidien des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce que l'on vit nous, de l'intensité avec laquelle il peut y avoir des attaques, c'est le lot de ceux qui ont une responsabilité publique, hein, Mmh. ou qui ont décidé d'avoir comment dire? Hem, une exposition publique. Et oui, pour le coup, il y a certains députés qui ont déjà du mal à convaincre parce qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un certain nombre d'attaques. Parfois, ils ont déposé plainte. Parfois, on leur a dit: «Ben, on n'arrive pas à Mmh. identifier l'auteur». Oui, ça arrive, mais c'est aussi, parce que probablement, on manque de temps, et on manque de moyens et on pourrait multiplier par 10 les effectifs de Pharos, on pourrait multiplier par 10 les cyberpatrouilleurs et nous avons augmenté le nombre de cyberpatrouilleurs et nous avons augmenté les effectifs de Pharos. Aujourd'hui, ils sont près de 50, pour travailler H24, 7 jours sur 7. Qu'on finirait pas de vider la baignoire de Mmh. tout ce que le monde est capable de régurgiter comme conneries. Et alors d'ailleurs, je précise, on va passer ensuite à un autre sujet, mais je précise que cet amendement, il est assez particulier puisqu'à la fois il est porté par quasiment tout le groupe Renaissance, sauf toi et a priori Mmh. d'autres, mais il n'est pas soutenu par le gouvernement. Alors tu dis que ça pourrait ne pas passer le Conseil constitutionnel si c'était adopté. Ça pourrait a priori, aussi ne pas passer, Bruxelles, puisque c'est ce qu'a dit, Jean-Noël Barrot. Il a dit: «De toute façon, on peut pas le soutenir, puisque, c'est incompatible avec le Et droit européen qui en fait, gère finalement, ces plateformes européennes et c'est pas au niveau national que ça se fait». et ça ne passera probablement pas l'Assemblée nationale puisque les autres groupes politiques ont déjà exprimé qu'ils étaient plutôt assez Effectivement, défavorables. mais j'ai voulu qu'on en parle parce que effectivement, comme tu le dis, ça passera peut-être pas, probablement pas, dans le texte, mais c'est un sujet qui est tellement clivant et on l'a vu, ça a Mmh. tellement fait réagir que je trouve que c'était intéressant quand même de le mentionner et on va pas se mentir, ça va revenir. On sait que ça va revenir, c'est parce que ça revient tout le temps ce Oui, mais sujet je serai du encore là faux à parler anonymat. d'autres encore, ouais. Hem
Un autre sujet, assez emblématique et dont on parle aussi beaucoup, c'est le porno en ligne et l'accès, Mmh. au porno, des plus jeunes. Alors là, contrairement à l'anonymat, il y a un consensus, hein. Tout le monde est d'accord, je pense, pour dire, faut protéger les plus jeunes de l'accès au porno. Et donc il y a une volonté dans ce projet de loi, de donner des pouvoirs à l'Arcom, anciennement CSA, de bloquer des sites porno, tous les sites porno, qui ne demanderaient pas une vérification d'âge, mais une vraie Mmh. vérification d'âge, hein, pas le, «J'ai 18 ans, OK et je clique et j'accède au contenu porno». Non, une vraie vérification d'âge. Problème, aujourd'hui, il y a pas de solution technique qui soit déployée, largement, qui soit sécurisée. Alors comment est-ce qu'on porte un projet de loi en sachant qu'il sera difficilement applicable tout en il faut bien admettre que l'idée, tout le monde la soutient, mais malheureusement, on a du mal à comprendre, voilà, comment ça va s'appliquer. Alors, moi, je suis partisan du fait que quand on est législateur et qu'on écrit le droit, on ne rentre pas dans les détails techniques, de la mise en œuvre de telle ou telle solution et je vais faire un parallèle entre le filtre anti-arnaque et On le va en méc parler après, hein, du ouais, filtre anti-arnaque, mais si tu veux, on peut faire un parallèle entre les 2, entre le filtre anti-arnaque et le mécanisme, qui permettent, le contrôle de la majorité, de la personne qui se présente sur un site. C'est pas du ressort du droit, d'aller expliquer qu'il faut que ce soit une extension dans le navigateur désactivable par, l'utilisateur. En tout cas, il me semble pas que ce soit le cas parce que ce que nous avons à fixer, ce sont les grands principes et ensuite derrière, confier soit à des autorités, soit à l'écosystème de se démerder avec, la nécessité de se conformer à ces alors, principes. excuse-moi, Ouais je te et contredis donc le sur un point. référentiel, le ré pardon, vas-y. Non, je te contredis sur un point. Le grand principe, il a été fixé en 2020 puisque les Mmh, sites porno doivent en théorie, déjà vérifier l'âge et en fait, ce texte justement va préciser techniquement, alors pas préciser, mais par délégation, oui. va dire à l'Arcom de préciser la mise en place. Donc c'est un peu l'inverse finalement. Le grand principe, on l'avait déjà et là, ce texte vise justement à préciser le référentiel technique. Alors, il a été, demandé dans un texte, tu l'as rappelé, en 2020. On sait ce qui s'est produit, Rien. pas tout ouais, il s'est produit, ce qui se passe dans une grande démocratie, Oui. c'est-à-dire l'activation de contre-pouvoirs ou de Oui, non, je recours. je parle pour l'utilisateur, Ouais, rien. pour l'utilisateur. Mais notre pays est ainsi fait que, une fois que la loi est faite, une fois que le décret est publié, les uns les autres ont encore, des arguments ou Mmh. des astuces pour, tenter de retarder soit la mise en œuvre, soit la contester. Et c'est tant mieux, c'est une enfin, je veux dire, ce sont les Mmh. caractéristiques des grandes démocraties et nous en sommes une et le sujet du porno, enfin, en tout cas, l'application du contrôle d'âge par les plateformes du porno en est une illustration puisque du coup, on a quasiment épuisé, on est au bout du film ou presque. Mais tu penses que l'Arcom va réussir à trouver un référentiel technique. Alors, en plus, il y a la question du double anonymat parce Mmh, que ça, c'est une exigence de la CNIL. Il faut qu'à la fois, on puisse se connecter à un site porno sans que ce site porno ne sache qui on est. Donc, on doit donner une sorte de certificat numérique de majorité et tout en faisant attention à ce que l'institution, je sais pas, votre banque, votre assurance qui est au courant que vous êtes majeur, vous transmette un document pour certifier votre majorité, mais ne sache pas où vous allez. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie de dire sur quel site porno on va. il y a des choses qui ressemblent à des POC ou des grandes orientations qui permettent d'imaginer que c'est tout à fait faisable et Alors aujourd'hui, il y a des entreprises techniquement, françaises c'est qui, faisable, mais tu penses que l'Arcom va arriver à imposer un référentiel technique, là où aucun pays dans le monde n'a réussi? ben, je crois qu'on enfin, d'abord, il est arrivé qu'en France, on fasse des choses que les autres pays avaient, refusé de faire. Je pense, notamment, enfin, je vois j'ai en tête des sujets comme, le bannissement ou pas de Huawei, j'ai, en tête, la fiscalité du numérique. C'est un truc qui est purement français, qui a été porté Mmh. ensuite à l'échelon européen pour devenir ce qu'il est devenu. Donc je veux dire, parfois, on a insufflé aussi, des éléments qui sont devenus des éléments, constitutifs des décisions, de règlement ou de directives européens. Hem, Là-dessus, je crois qu'il y a un il y a d'abord, il y a une nécessité d'eux, et ensuite, il y a suffisamment d'intelligence en France pour qu'on arrive à mettre en œuvre quelque chose qui fonctionne. Alors, les plateformes ont peut-être réputé que c'est pas le bon dispositif. Moi, j'ai rencontré les gens de chez, Dorsel l'autre jour qui m'ont dit avoir testé auprès de 70 000 utilisateurs différentes, technologies pour contrôler la majorité, que certains privilégient d'ailleurs plutôt la carte bancaire. Mmh. Sauf que la carte bancaire, elle peut être délivrée à un Oui, à mineur 16 aujourd'hui. ans, Donc, il me heu, semble. donc voilà. Donc on voit qu'il y a des choses qui paraissent plus sympas, plus pratiques, d'un point de vue expérience utilisateur, mais qui par ailleurs ne cochent pas toutes les cases. Bon, ben, il y a un travail à faire et l'Arcom va demander à ce que ce soit fait. Tu me parlais des effets de bord, sur les djihadistes qui sont partis sur d'autres messageries et Mmh. cetera, mais alors dans ce texte, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de sites porno. C'est-à-dire que, OK, imaginons, on arrive
à convaincre les grands, je sais pas moi, Pornhub, RedTube et cetera, YouKiff, enfin, c'est tous les sites qui sont actuellement visés par l'Arcom. OK, les 10 gros sites porno, on arrive à leur dire, à les Mmh. convaincre de mettre cette vérification d'âge. Sauf qu'il y en a 1 million derrière qui sont disponibles et donc est-ce que là aussi on va pas avoir un effet de bord où, finalement ceux qui veulent consulter du porno et qui n'ont pas l'âge ou qui ont l'âge mais qui ont pas envie de donner leur carte d'identité à même, une plateforme tierce, vont aller vers d'autres sites porno qui sont beaucoup moins regardants, et qui vont peut-être aussi être moins regardants sur les vidéos qu'ils diffusent? Bah, c'est l'articulation qui est prévue dans le texte, c'est que ceux qui se conforment pourront, opérer et ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne se conformeront pas, auront le risque d'être bloqués ou un ordre de Oui, blocage mais on va par l'Arcom. bloquer, l'Arcom va pouvoir bloquer, 300 000, 500 000, je sais pas combien il y en a, mais enfin. Ah, en fait, ce qui est visé, c'est les plus grosses plateformes et c'est les pure players c'est les Mmh. pure players, enfin, on va les appeler ainsi, le terme n'est pas forcément approprié, mais c'est ceux qu'on a vus sur une excellente chaîne publique la semaine Mmh. dernière et qui ont d'ailleurs quelques dérives, autour des contenus, pornographiques qui sont pas tous, finalement très respectueux, Oui, mais enfin pas malheureusement, de consentement, pas de machin, pas de truc. malheureusement, il y a Bon encore ça bien pire. bah, oui, oui, non, mais Ouais. bien sûr, mais dans tous les domaines, il y a pire, hein. Enfin, il y a des gens Mmh. qui vont sur Gore pour un Ouais, machin, ouais, bien sûr. pour voir, des trucs que les terroristes adorent exhiber, par exemple. Donc on sait bien qu'à chaque fois qu'on crée un endroit qui est hyper régulé, on va donner peut-être une chance à des endroits qui sont à chaque fois qu'on crée, j'allais dire un un enfer fiscal à un endroit Mmh. et ça donne toujours un peu plus de vie à un paradis fiscal ailleurs. Ouais. Pour autant, il faut jamais désespérer de lutter contre, la criminalité autour de la fiscalité. Bah, c'est à peu près la même chose sur la régulation. Oui, bien sûr, il faut continuer de réguler les réseaux mainstream, parce que majoritairement, c'est là que les gens vont et il faut pas être totalement, ignorant du fait que plus on va rendre la vie compliquée pour les obsédés des choses les plus, Mmh. radicales, quel que soit le registre dans lequel ils s'expriment, ils trouveront bien un espace sur internet pour le trouver. Et Voilà, on je parlait bah, bien justement sûr. du passage au niveau européen, de ce truc-là justement. Est-ce que là, tu as pas peur aussi que, ce point de la loi soit, retoqué au niveau européen? Ça me fait penser au texte sur la majorité numérique qui était Mmh. adopté avant l'été, à 15 ans, donc ce qui, explique que quand le décret sera publié, à partir de la publication du décret, sous 2 ans, tous les réseaux sociaux devront vérifier l'âge de tous les internautes français qui sont inscrits, donc Mmh. 40 millions de Français. Alors, je sais pas, j'ai eu des infos selon lesquelles peut-être qu'elles sont fausses, il y a déjà une lettre de Bruxelles qui a été envoyée, à ce sujet-là. Est-ce que tout ce sujet-là, sur la majorité numérique et sur le contrôle d'âge, ça va pas être retoqué à Bruxelles? Je crois que j'avais déjà pas voté la loi de Marcangeli pour la raison que je pensais que c'était, inapplicable de Oui. devoir contrôler, Oui, ça, tu avais voté contre. Tu la ouais, soutenais pas alors ouais. que ça, tu le soutiens? Non, mais ça, je le soutiens parce qu'il y a un moment donné, faut prendre des décisions et ceci me paraît à la fois Mais tu penses que proportionné. ça peut Pro passer l'échelon Oui, je européen? pense que ça enfin, l'Europe, c'est compliqué, hein. Tu sais, tu as les pays, enfin, sur plein de sujets, sur le hate speech et sur le reste, il y a l'Europe, c'est très composite. Les pays latins ont pas du tout la même approche que les Mmh, pays d'Europe du Nord et on a eu des débats quand on traite du sujet de la haine en ligne. On a les libéraux, qui sont, mmh. très interrogatifs sur la façon dont on aborde les sujets et en même temps, je trouve que nous, on a une position plutôt modérée entre les dans et plutôt assez représentative des valeurs qui paraissent communes, à l'ensemble des pays d'Europe. Moi, je vois pas ce qui pourrait faire obstacle au fait que en Europe, on décide de protéger, les Mmh. mineurs de, l'accès au contenu, porno. C'est effectivement un vrai sujet. C'est d'autant plus un vrai sujet quand le contenu porno, par ailleurs, met en scène, de la violence, de la torture, de la barbarie, tel que décrit par le HE. C'est pas toujours le cas, mais ça existe et bien sûr, il faut pouvoir, se protéger de ça. Après, on a des mécanismes. Moi, si on m'avait demandé, je pense que j'aurais, continué de faire la promotion du code parental parce que malgré tout, c'est, une technologie qui marche assez bien, C'est qui est quoi le code présente. parental? Bah, le code parental dans les box, elles C'est sont au par niveau de la défaut. box? Ouais, elles sont Ouais. par défaut, enfin, je pense qu'à un moment donné, l'État peut pas tout et qu'il y a des choses qui se passent dans les cellules Mais c'est-à-dire qu'il familiales. faut que la box ait référencé, en fait, tous les sites, toutes les adresses de sites. Bon, ce qui est déjà un peu plus réaliste peut-être que, à chaque fois une Mais ils procédure de savent le l'Arcom, faire, ouais, mais ouais, ils savent le faire du côté des fournisseurs d'accès internet et je pense que ça permet de responsabiliser aussi et puis la de cellule remonter à la familiale. source, en fait. Si on met le Oui. blocage, le plus tôt dans la source, peut-être qu'on est, Et pas tout ouais. débarrasser, vers l'État en disant: C'est pas mon problème», alors qu'en vrai, il y a des choses qui se passent au niveau de la cellule familiale sur la façon dont on aborde les choses. Je vais venir sur un autre point que je sais qui te tient à cœur. On parlait de protection. Alors là, c'est plus la protection des mineurs seulement, mais la protection des consommateurs. C'est le filtre anti-arnaque, qui est une mesure qui a été d'ailleurs, évoquée même par Emmanuel Macron, et que tu portes, depuis, quelque temps, notamment, le fait d'obliger,
les navigateurs, à mettre une page, un avertissement, quand on arrive sur un site Mmh. frauduleux, notamment pour lutter contre le Ouais. hameçonnage, quand on reçoit ces mails, ces SMS, qu'on clique. Alors explique-nous, comment ça fonctionnerait très concrètement? Alors en fait, l'idée c'est, alors avant d'expliquer comment ça va fonctionner concrètement, je vais dire quel est l'enjeu de ce truc. C'est parce que ça rejoint la question précédente sur est-ce qu'il faut détailler comment ça marche? Mmh. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'agilité avec laquelle on détecte après, la primo-victime, une URL de compromission ou une URL de fraude, et comment on prévient, le suivant. Enfin, aujourd'hui, ce qui fait que les attaquants, ont de l'avance, c'est qu'on met beaucoup de temps à réagir entre le moment où on a identifié qu'ils utilisaient une URL pour aller chercher de la donnée, des cartes bancaires, des machins, et cetera, et ça, c'est juste insupportable. C'est-à-dire que celui qui ouvre sa boîte mail une fois par semaine, qui clique sur un truc à la con et qui lui demande d'aller chercher, d'aller, sur le site, le faux site Amélie, mais il s'en rend pas Mmh. compte, et cetera, et cetera. Ça, c'est pas normal qu'une semaine après, alors qu'il y aurait eu probablement 1, 10, 20, 50 ou 200 victimes, qu'on n'ait pas prévenu, que ce site était, Donc tu prenais un outil collaboratif où si je suis victime, je vois qu'il y a un site frauduleux, je vais signaler cette c'est la URL. multiplication. En fait, le dispositif de filtre anti-arnaque, c'est l'agilité avec laquelle on va multiplier la détection par le multiple capteur des adresses, un Mmh. peu ce qui existe déjà sur Signal Spam, par exemple, qui est un Oui, alors add-on moi, pour ça me fait messagerie penser, il y a messagerie. une appli que j'utilise beaucoup contre le démarchage illégal. C'est un peu le Ouais. même style sur Orange Téléphone où on signale les numéros et c'est vrai que c'est efficace puisque finalement, quand on s'y met tous, il y en a bien un qui aura signalé le numéro. Donc là, tu penses que faut que ça fonctionne de façon collaborative, pour signaler une adresse frauduleuse? On peut alors ça serait formidable que ce soit en plus collaboratif, mais l'idée d'origine, c'était ça, c'est de gagner du temps, et de réduire le temps entre l'identification d'un site de compromission et le moment où on, peut finalement, par l'intermédiaire des navigateurs ou des fournisseurs d'accès internet, envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire: «Vous savez, si vous allez plus loin dans votre navigation, vous prenez un risque, d'être compromis». Alors, justement, je voudrais insister sur un point. Tu Il y a parles le d'une 33 700 aussi, hein, c'est quitte à ouais. faire de la pub sur des dispositifs, s'agissant des démarches téléphoniques ou des spams ou des phishing.